Jean-Charles Bouchou, bonjour. Bonjour Jacques, bonjour à tous. Pour publier votre dernier ouvrage, vous en avez publié beaucoup dans tous les domaines de la psychothérapie et de la psychanalyse. Vous avez fait pratiquement le tour du monde pour Oui, parler de ces traumas qui nous possèdent. Alors, oui. ma question, c'est, après avoir fait ce tour du monde des thérapeutes, des psychanalystes, des chamans, à ce jour, pour vous, c'est quoi un trauma? C'est une blessure psychique, c'est une perturbation neurochimique ou une entité spirituelle? Quelle est votre définition? J'ai posé la question donc à l'hôpital Sainte-Anne à Paris à un psychiatre généticien. J'ai posé la question à un autre psychiatre suisse qui lui en plus est superviseur de prêtres exorcistes. J'ai posé effectivement la question à des psychologues, psychanalystes, chamans en Colombie et puis à des religieux au Maroc beaucoup parce que je suis allé au Maroc aussi. Et chacun y va de son explication. Mais ce que j'ai remarqué et ce qui m'a intéressé, c'est que tous peut-être pas le psychiatre au départ, mais tous les autres partent du principe que tout vient d'un trauma qui s'est passé dans l'enfance. Et moi, travailler sur les traumas, je sais faire. Donc c'est ça qui m'intéressait. C'est pas exactement la réponse. Est-ce qu'il s'agit de quelque chose de psychochimique? Est-ce qu'il s'agit d'une entité? Peut-être, peut-être. Mais vous savez, je vois pas trop la différence entre le psychanalyste qui dit suite à un trauma, il y a eu une dissociation du moi dans l'enfance et plusieurs parties du moi peuvent communiquer entre elles et se parler. Alors que le prêtre, par exemple, va dire, dans l'enfance, il y a eu une dissociation de l'âme, ou le chaman dit ça, une dissociation de l'âme, et à l'intérieur des interstices sont venus se mettre des entités parasites qui vont embêter la personne. Vous voyez? Dans tous les cas, on va faire soit ce que les chamans appellent un recouvrement d'âme, soit ce qu'on appellera en psychanalyse, là, on va tenter de réunifier, si vous voulez, le moi, c'est-à-dire D'accord. d'accueillir les différentes parties. Dans votre ouvrage, on en arrive au concept de dissociation traumatique. Oui, Et ce que oui, j'aimerais, c'est que vous nous expliquiez comment ce mécanisme continue d'agir à notre insu. d'accord. Imaginez un petit enfant fait face à ses parents, il y a une grande dispute entre les parents et les parents vont se taper dessus. Alors il est important pour qu'il y ait trauma, qu'il y ait quand même un danger de mort, hein. C'est la mort qui nous traumatise, c'est la peur trop forte. Le petit enfant, il peut pas supporter cette peur, c'est trop important, donc il va en refouler des parties, c'est-à-dire les mettre de côté. Mais peut-être qu'à un moment donné, un parent va se faire frapper par l'autre et l'enfant peut se dire, bah, bien fait pour lui, hier il m'avait disputé. Mais en même temps, il peut avoir envie de défendre ce parent qui est agressé par l'autre parent. En même temps, il peut s'identifier à l'agresseur. Qu'est-ce qu'il a l'air puissant, celui qui frappe? Vous voyez? Et on peut avoir comme ça le moi qui se coupe en petits morceaux, qui devient une sorte de mosaïque, où je suis à la fois victime, à la fois identifié à l'agresseur, à la fois j'aurais voulu aider, mais en même temps, j'en ai pas la capacité, donc je me sens lâche. Et toutes ces parties, elles restent dedans, et elles vont influencer toute ma vie. Donc on a intérêt à retrouver ces parties et à les consoler, on va le dire comme ça gentiment. Alors, vous parlez dans votre ouvrage, d'ailleurs, vous l'aviez déjà traité dans Les pervers narcissiques, vous parlez du relationnel et du transgénérationnel. Oui, Euh, Est-ce qu'il y a des relations entre la personne toxique et les violences invisibles? de la même façon que j'ai pu vivre un trauma quand j'étais enfant, ce qui aura provoqué une dissociation oui, un morcellement de mon moi, pardon. De la même façon, le traumatisme peut être transgénérationnel. C'est-à-dire qu'un parent qui aurait été traumatisé dans le temps, mais qui n'aurait pas pu l'exprimer, l'énergie du traumatisme peut toujours être présente aujourd'hui dans la famille. Et je peux, à mon corps défendant, sans le savoir, mettre en place des actions liées à ce trauma que je ne connais même pas. Vous voyez? Donc le transgénérationnel est effectivement une des explications possibles. Alors, est-ce qu'on peut imaginer que ce transgénérationnel serait en fait transmis par les gènes? Alors là, il faut poser la question. Le généticien va vous dire oui, mais moi, je ne crois pas énormément dans la génétique. Je peux vous donner quelques exemples. Les exemples parlent Oui, parfois mieux oui, que oui, les bien grands. sûr, c'est bien les exemples. Alors cet exemple-là, je l'ai volé, hein. Je l'ai volé à Anne Ancelin qui a écrit Aïe mes aïeux, c'est dans son livre à elle, et puis c'est dans le mien aussi parce que je l'ai recopié. Elle donne l'exemple d'une dame qui a une maladie cardiaque appelée la maladie bleue. Sa mère est morte à l'âge de 40 ans de la maladie bleue. Sa grand-mère est morte à l'âge de 40 ans de la maladie bleue. Et C'est quoi la une maladie bleue? maladie cardiaque où les gens deviennent bleus.
Voilà. Ah, d'accord. Et elle approche des 40 ans, mais heureusement, on a trouvé une opération qu'on peut lui faire subir, une opération cardiaque qui fait qu'elle ne mourra pas. Cette dame a envie d'avoir un enfant, mais elle a bien compris, et tout le monde, nous l'avons tous compris, c'est génétique. C'est forcément génétique. Donc, elle ne veut pas transmettre cette maladie à son enfant. Donc, elle va s'adresser à une association française qui va s'adresser à une association en Inde pour lui faire venir un petit enfant qu'elle va adopter. Quand le petit enfant arrive en France, il va chez le médecin, on lui détecte la maladie bleue. C'est impressionnant, le C'est transgénérationnel. impressionnant, oui. C'est très, très impressionnant. J'ai d'autres exemples que je donne dans mon livre, hein, ces traumatismes ces traumas qui nous possèdent. D'autres exemples, j'ai deux sœurs jumelles, elles ont chacun un enfant schizophrène. Alors on se dit c'est forcément mais génétique, sauf que une des deux sœurs a adopté son enfant. Donc ça n'est plus génétique. Mais pourtant c'est toujours présent dans la famille. Vous voyez. Donc le transgénérationnel, oui, bien sûr, il joue énormément dans la problématique. Comment fonctionnent les violences invisibles? Les violences invisibles, ce sont des violences que l'on ne comprend pas, que l'on ne sait pas nommer. C'est des violences qui peuvent être données avec le sourire, hein. Je me souviens d'une jeune femme qui me disait, ma chef de service est venue me voir et m'a dit, vous savez, j'ai confiance en vous. Ah, elle était ravie. Et puis, puisque j'ai confiance en vous, je vais vous donner une mission à accomplir. Et elle lui donne une mission qu'elle ne peut pas remplir. Pourquoi? Parce soit qu'elle n'en a pas les compétences, soit qu'elle n'en a pas les moyens, soit qu'on ne lui en laisse pas le temps. Et 15 jours, 3 semaines plus tard, on vient la voir. Alors, vous en êtes où de la mission qu'on vous avait confiée? Et la jeune femme dit, ben, je suis désolé, je n'y arrive pas. Et on la regarde en disant, ah, vous avez dû faire le maximum, certainement. Et à partir de là, on ne lui parle plus. Vous voyez? C'était joué d'avance, en réalité, il voulait la licencier. Voilà, voilà une violence qui est donnée avec le sourire. C'est ça que D'accord. j'appelle la violence invisible. Et je donne énormément d'exemples dans un autre ouvrage que j'ai écrit qui s'intitule Les violences invisibles. Quand on lit votre livre et quand on voit la diversité des traumas que vous abordez, on peut se demander si, au niveau de la guérison, la seule guérison rationnelle et cognitive est suffisante. Et d'où la question qu'on peut se poser sur le rôle des chamans, des hypnothérapeutes, des états modifiés de conscience. Quel est votre point de vue là-dessus? Un trauma, c'est un excès d'énergie que le petit enfant, un trauma infantile, que le petit enfant n'a pas pu gérer. C'était trop fort. C'est quoi une énergie? Une énergie, ça peut être de la peur, par exemple. J'ai peur. Imaginez un enfant au moment de naître, il n'arrive pas à passer dans le passage. Donc il est encore dans le ventre de sa mère, hein. Et là, il se dit, il se dit, il a peur, je vais mourir. Je suis pas capable, je n'y arrive pas. Peut-être je suis nul, j'en sais rien. L'enfant ne pense pas avec des mots, hein, à ce moment-là. Il pense avec des tensions internes. C'est moi qui traduis. Si l'énergie est trop importante, elle va être mise de côté, comme oubliée. On appelle ça le refoulement. Et l'enfant va naître avec ses tensions à l'intérieur de lui et il va grandir avec ses tensions à l'intérieur de lui. Son organisme souhaite que ces tensions s'expriment pour pouvoir les évacuer. Mais à l'intérieur de lui, il est toujours inscrit attention, tension égale danger, égale même danger de mort. Donc, notre organisme va nous pousser à revivre des situations qui vont nous faire revivre cette peur. Mais arriver face à la situation qui devrait nous faire revivre la peur, on va mettre en place des mécanismes de défense pour ne pas ressentir la peur. Et donc, on va rentrer comme ça dans des phénomènes de répétition. Moi, j'ai des personnes qui m'ont dit, un jour, j'ai rencontré un pervers narcissique. J'ai réussi à partir. J'ai rencontré une autre personne, c'était encore un pervers narcissique. J'ai réussi à partir. Et il y a cette répétition. Si mon organisme veut à ce point que je rencontre quelqu'un de pervers narcissique, c'est qu'il y a quelque chose en moi qui a envie de se vivre. Donc, comment est-ce qu'on guérit des traumas de la toute petite enfance en acceptant de les revivre sensoriellement? Si ça a été de la peur, par exemple, quand la peur se présente, alors on n'est pas obligé de le faire en direct devant l'agresseur, évidemment, mais on peut le faire en différé, en revivant la scène. Je ferme les yeux et je regarde à l'intérieur de moi quelles sont ces tensions qui veulent se dire et je les laisse évoluer. Je laisse évoluer le sensoriel. Et en laissant évoluer le sensoriel, je le laisse s'exprimer et donc s'en aller. Et à partir de là, je n'aurai plus besoin de répéter encore, encore et encore les mêmes scènes. Quelle est l'expérience la plus, je dirais, extraordinaire que vous avez rencontrée parmi les patients que vous avez eus? Tellement. Mais vous savez, l'extraordinaire est tellement simple parfois. Une dame vient me voir, elle me dit, j'ai été maltraitée pendant mon enfance.
Et j'ai toujours été malheureuse. Et en plus, dans ma vie, j'ai rencontré des conjoints maltraitants. Donc là, on revient sur le thème de la répétition. On en parle, on parle de son enfance, on fait un travail, ce qu'on appelle une psychothérapie de type analytique, mais ça change rien dans sa vie. Un jour, elle arrive, elle vient me voir, et elle me très en colère, parce que hier, on lui a pris sa place de parking. Vous savez, elle a une place de parking qui est seulement pour elle, et on la lui a pris. Et là, j'ai dit, excellent, fermez les yeux, revivez la scène au moment où vous apercevez qu'on vous a pris votre place de parking. Alors elle ferme les yeux, elle me dit, mon estomac se contracte, laissez évoluer la sensation. Ça vient jusqu'à ma gorge se serre, laissez évoluer la sensation. Mes sourcils se froncent et j'ai envie de pleurer, laissez évoluer les sensations. Et elle fait tout ce travail de revécu sensoriel, donc que j'emprunte à Luc Nicon et sa méthode Tipeee, et on termine la séance. Vous voyez. La séance suivante, elle revient me voir, elle me dit, mais qu'est-ce que vous m'avez fait? Vous êtes un sorcier, vous. Elle me dit, je suis rentré chez moi, j'étais épuisé, j'ai passé une nuit, j'ai très bien dormi. Et le lendemain, j'ai senti à l'intérieur de moi une joie que je n'avais jamais connue de ma vie. C'est-à-dire que sur quoi? Il était où le trauma? Le trauma, il était sur la place. Alors, il faut dire que c'est une famille nombreuse. Elle est la troisième fille de quatre filles. D'accord? Donc, on lui a disputé sa place. Donc, le thème à travailler, c'était la place. Et la place de parking, c'était parfait parce que c'était la répétition de ce qui s'est passé dans sa vie et qui sait, peut-être même de ce qui s'est passé dans le ventre de sa mère. Car, paraît-il, on peut avoir eu des jumeaux qui n'ont pas survécu et qui se sont dissous dans le liquide amniotique. Donc, le problème de la place était un problème qu'il fallait traiter. Et là, avec la place de parking, nous avions quelque chose de l'or. Tu vois. Symboliquement, Oui, c'était oui, parfait. oui, c'était une répétition. Donc, vous voyez, l'extraordinaire n'est pas toujours là où on croit. Est-ce qu'on peut dire que la guérison, en fait, est multidimensionnelle? Moi, j'ai vu au Maroc, dans des zaouïas. Les zaouïas, c'est des lieux où on pratique des exorcismes, par exemple. Ça s'appelle pas exorcisme là-bas. Hein. J'ai vu des personnes en sortir qui, en France, seraient allées dans des hôpitaux psychiatriques et qui ne s'en seraient peut-être pas sortis. Donc, ils font un travail magnifique au Maroc. Mais ça marche pas tout le temps. Alors, ils amènent différentes choses. C'est ça que j'analyse dans mon livre, Ces traumas qui nous possèdent. C'est qu'est-ce que la religieux amène? Qu'est-ce que le psychanalyste amène? Qu'est-ce que le psychologue amène? Et à la fin, j'essaye de faire une synthèse. J'essaie de faire une synthèse parce que moi, j'ai besoin de trouver des outils pour pouvoir faire mon métier. Et c'est Bien là où ça sûr. m'intéresse. C'est la synthèse. Et je termine d'ailleurs le livre en disant qu'est-ce que ça a changé dans ma pratique professionnelle? Mais qu'est-ce que ça a changé dans ma pratique professionnelle? Énormément de choses. Hmm. Eh bien, Jean-Charles Bouchou, merci d'avoir Bien, répondu à mes bien, questions. Bravo bien pour cet volontiers. ouvrage qui réconcilie le matérialisme et le spirituel. Oui, oui, parce que tout le monde possède une part, tout le monde voit la même chose. Moi, je comprends pas qu'on s'oppose à ce point, on dirait des joueurs de football. Vous savez, si vous êtes pour le Paris Saint-Germain, vous êtes contre l'Olympique de Marseille. Et si vous êtes pour l'Olympique de Marseille, vous êtes contre le Paris Saint-Germain. Mais si vous êtes un matérialiste, vous pensez que les psychanalystes dysfonctionnent. Si vous êtes un psychanalyste, vous vous dites que les religieux sont à côté de la plaque. Alors qu'en réalité, tout le monde a un point de vue. C'est comme si nous regardions une même montagne, mais chacun à un endroit différent. Nous ne voyons pas la même chose. Et pourtant, si, c'est la même montagne. Donc chacun a quelque chose à dire de passionnant. Et je me suis régalé à enquêter et à écrire ce livre.